Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne et ensemble, nous traversons la France à la découverte d'un pays en pleine transformation. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les terrils du Nord, ces montagnes de déchets miniers aux avant-postes du réchauffement climatique. L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Aujourd'hui, changement de décor, direction Saint-Denis, à quelques encablures du Stade de France. Nous vous embarquons pour la visite d'un data center, un centre de stockage de données numériques, en bon français. Notre civilisation connectée repose sur ces bâtiments qui abritent des kilomètres de serveurs, vous permettant de regarder une série, de payer vos impôts ou d'écouter ce podcast. Seulement, ces installations posent plusieurs problèmes. D'abord, elles prennent de la place et participent de fait à l'artificialisation des sols. Ensuite, pour faire tourner tous ces serveurs, il faut beaucoup d'énergie. Et enfin, quand les serveurs tournent, ils dégagent de la chaleur. Il faut donc les refroidir, et pour cela, les data centers utilisent une ressource rare, l'eau. Dans cet épisode, nous analysons l'impact concret de nos usages numériques et découvrons les initiatives d'une entreprise de data center, l'un des leaders mondiaux du secteur, qui tente de faire des efforts pour réduire son empreinte environnementale. Et vous allez l'entendre, le défi est de taille. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations opérées et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. Ce matin, nous prenons la direction du data center PA10 d'Equinix, à Saint-Denis. Equinix, c'est l'un des géants mondiaux du secteur, avec pas moins de 264 data centers répartis sur toute la planète. Et les 11 sites français de l'entreprise hébergent 83% des entreprises du CAC 40. À la sortie du métro, nous traversons une zone un peu défraîchie où s'imbriquent bretelles autoroutières, hangars et bâtiments désaffectés. Puis nous faisons face à un imposant bâtiment couleur brique entouré d'une haute palissade, le data center. Nous avons rendez-vous sur place avec Cécile Diguet. Depuis des années, cette urbaniste s'intéresse à la manière dont les data centers se déploient sur nos territoires. Avant de la rejoindre, il nous faut passer toute une série de contrôles de sécurité. Ces mesures nous rappellent qu'un data center, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. Bonjour. Merci bien, on arrive. Nous retrouvons Cécile sur le toit du data center, où des serres ont été installées. Dans cet endroit étonnant, des légumes poussent toute l'année grâce à la chaleur générée par les serveurs du bâtiment. Un des volets du recyclage énergétique effectué par Equinix, dont nous reparlerons plus tard. Nous arrivons dans la serre sur le toit du data center. Il y a des tomates, donc il y a des plants de tomates. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des aubergines. Donc, je m'appelle Cécile Diguet, je suis urbaniste, mais depuis 2016, je travaille à mieux comprendre l'impact que les infrastructures numériques ont sur les territoires, sur les paysages, mais aussi sur les ressources environnementales. Alors, actuellement, nous sommes sur le toit d'un des bâtiments du data center d'Equinix. Donc, il y a une serre, donc nous sommes entourés de végétation et près d'une ruche. Et autour de nous, quand on regarde plus loin, on voit dans un premier temps d'autres bâtiments d'Equinix, parce qu'on est quand même sur un site qui est très grand. On voit le Stade de France en face, et sur la droite, la piscine olympique, qui en fait utilise la chaleur du data center sur lequel nous sommes pour chauffer ses locaux. On voit aussi une petite trame arborée, le centre de Saint-Denis au loin, sachant qu'à nos pieds, nous avons aussi l'ancienne usine Christophe, donc qui faisait de l'argenterie, donc une vieille industrie artisanale, et aussi, nous voyons au loin la cathédrale de Saint-Denis. C'est un paysage fortement industriel. C'est un paysage, je dirais, mixte. On est surtout à un endroit qui est un peu l'articulation
entre la partie ancienne de Saint-Denis, séparée par le canal en fait de Saint-Denis, et la partie historiquement industrielle, effectivement. En fait, à la place de la piscine, on avait les centres de recherche de Gaz de France pendant très longtemps. Le Stade de France était un gazomètre, donc c'était vraiment pour la production d'énergie. Et puis tout autour, effectivement, c'était la plaine Saint-Denis qui était 100% industrielle et qui, à partir des années 70, s'est transformée, désindustrialisée, a laissé des parcelles très grandes dont les data centers raffolent, avec aussi une puissance électrique qui était déjà présente et qui leur a servi. Avant d'aller voir à quoi ressemble une salle de serveur de l'intérieur, remontons quelques années en arrière. Si les data centers sont indispensables à nos sociétés modernes, c'est surtout en raison de la dématérialisation. Cette pratique plutôt récente qui consiste à stocker nos photos, vidéos, musique et autres données dans le cloud, nuage en anglais, mais qui n'a rien ici d'une volute de vapeur bercée au vent. L'archive de France 3 que vous allez entendre semble appartenir à une autre époque, et pourtant elle ne date que de 2012. Nous aurons encore beaucoup de grisailles avec une perturbation. Des nuages sur toute la France et le monde entier, en vérité. Le cloud est partout, on ne compte plus les logiciels qui nous proposent de sauvegarder et partager les fichiers de nos ordinateurs. Nos photos, nos musiques, nos documents personnels sont hébergés sur le nuage. Dit comme ça a l'air poétique. En fait, tout est là dans des serveurs informatiques géants quelque part dans le monde. Une révolution numérique dont beaucoup bénéficient au quotidien, sans vraiment savoir où vont leurs données, ni ce qu'il en est fait. Une ignorance qui concerne même le plus hyper connecté des utilisateurs, comme en témoigne ce reportage de France 2 de 2014. Mon premier geste, c'est de couper mon bracelet qui me sert de réveil et qui me permet de me réveiller dans une phase de sommeil léger pour que je sois plus en forme le matin. Et ensuite, je vérifie sur mon smartphone les données récupérées par ce capteur qui mesure à la fois la qualité de mon sommeil. J'ai aussi ma balance connectée sur laquelle je me pèse et grâce à elle, je récupère mes données de poids. Après son réveil, en moins de 10 minutes, il utilise 3 objets connectés. Autant de données récoltées sur sa santé. Et ces données, où est-ce qu'elles vont ? Vraisemblablement sur un serveur aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas. Alors pour revenir au point de départ, pour beaucoup le numérique il peut sembler immatériel, presque un peu magique. Pourtant il repose donc sur des infrastructures bien réelles, parmi elles les data centers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement et brièvement ce qu'est un data center ? Alors un data center, c'est un bâtiment dans lequel on va héberger des données. Donc, on peut avoir des calculs, on peut avoir de l'intelligence artificielle, on peut avoir des jeux vidéo, voilà, enfin il y a beaucoup de traitements. Ces salles de serveurs, elles sont accompagnées de beaucoup d'équipements électriques et d'équipements de refroidissement parce que les serveurs chauffent, donc il faut les refroidir pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Dans les bâtiments data center, on a aussi quelques espaces de bureaux, de logistique qui permettent aux bâtiments de fonctionner au quotidien. Alors concrètement, lorsqu'on regarde une vidéo sur une plateforme de streaming par exemple, quel est le rôle du data center dans ce processus ? Alors ce qui est intéressant avec l'exemple du streaming, c'est qu'en fait, on peut comprendre l'enchaînement de différents types de bâtiments data center. Parce que les premières secondes du film ou de la série que vous allez regarder, elles vont être hébergées très près de chez vous pour que ça démarre très vite. Le reste de votre série ou de votre film sera chargé un peu plus loin et peut-être que la fin sera chargée encore plus loin pour que vous puissiez le regarder en continu, mais que le stockage et le traitement de la donnée soient optimisés. Au petit jeu de celui qui attend le moins longtemps pour charger son tuto YouTube ou sa vidéo de chat préférée, les Français sont plutôt bien lotis. La France est en effet une destination de choix pour l'implantation des data centers. Et pour cause, notre pays dispose de nombreux atouts que nous détaille Cécile Diguet. Le système électrique français est très stable et décarboné, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne pense que dans ce tunnel carbone, pas les émissions carbone et non pas les impacts environnementaux au sens large, le fait d'avoir beaucoup de production d'énergie nucléaire permet aux acteurs numériques de proposer un bilan en fait social, environnemental positif. Par ailleurs, le système est politiquement relativement stable par rapport à d'autres pays. Résultat, pour les acteurs du numérique, c'est tout à fait intéressant. Il y a un marché de consommateurs de numérique important et il y a une main-d'œuvre qualifiée aussi importante. L'Île-de-France en particulier, juste pour focaliser un peu sur ce territoire qui accueille la majeure partie des data centers quand même en France. Par ailleurs, c'est un territoire qui, en particulier, rassemble ce marché de consommateurs avec une puissance financière assez importante,
beaucoup d'acteurs de l'informatique. En fait, le PIB informatique, il est très lié aussi à l'attractivité, on va dire, de la France pour les data centers et de l'Île-de-France en particulier. Et puis donc, on est sur un système électrique qui fonctionne bien, y compris en Île-de-France. Ce n'est pas le tout d'être un pays attractif. Pour garantir un accès rapide aux données, les entreprises du numérique doivent aussi organiser soigneusement le déploiement de leurs data centers, une expansion qui n'est pas sans conséquence sur l'aménagement du territoire. Mais pourquoi certaines zones, comme Saint-Denis ou Aubervilliers, sont-elles des localisations privilégiées ? Cécile nous explique les raisons historiques de cette implantation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est à Saint-Denis. Et vraiment, Saint-Denis, Aubervilliers, ce sont les premiers territoires où se sont installés les data centers en France. Donc, à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, c'est l'invention du web. Ce qui n'est pas la même chose qu'Internet. Le web, ça devient commercial. Donc, on a plein de sites Internet à héberger. Et puis, on les héberge plus petit à petit sur les ordinateurs des gens qui créent des sites Internet. Donc, il faut les mettre quelque part. Donc, petit à petit, les data centers se développent. Ils se développent d'abord souvent dans des bâtiments existants, des anciens bâtiments de bureaux, ou par exemple, dans Paris, on a des anciens grands magasins, des anciens bâtiments qui ont été utilisés pour la presse ou le textile. Parce qu'en fait, leur structure est métallique, puisque la presse ou le textile, ça pesait lourd, les serveurs, ça pèse lourd. Donc, voilà. Donc on a cette dynamique, on va dire, d'abord de développement des data centers, plutôt dans des territoires déjà urbanisés. Et aujourd'hui, la dynamique, elle change, parce que on a jusque-là eu beaucoup de data centers, on va dire, dans la partie métropolitaine de la région Île-de-France, et de plus en plus, ils se localisent aux franges, et ce sont ce qu'on appelle des hyperscalers, donc des data centers très très grands pour le cloud, et qui, eux, vont avoir moins de soucis, on va dire, à consommer des terres agricoles, ou naturelles, ou forestières, bien que certains transforment des friches aussi. Les data centers représentent un secteur en plein boom. Il en sort de terre régulièrement, et les besoins continuent à augmenter. Mais si les data centers ont besoin de beaucoup de surface, ils obéissent aussi à des dynamiques d'implantation précises que nous détaille Cécile. Les logiques d'implantation, elles se font en fait autour de plusieurs critères très importants qui sont d'abord la capacité à être raccordé au réseau électrique et avoir suffisamment de puissance pour le développement du site. Deuxièmement, la connectivité, être proche en fait de ce qu'on appelle les backbones Internet. Et puis troisièmement, on a quand même la question de la taille de la parcelle, de l'environnement du site, puisqu'en fait, c'est plus simple d'être dans un environnement, par exemple, de zone d'activité, où on ne risque pas des heurts ou des frictions avec des habitants. Voilà. Juste, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de backbone, alors colonne vertébrale en anglais, si je ne dis pas de bêtises, mais si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors, les backbones Internet, ce sont effectivement des grands axes. C'est comme les autoroutes en fait d'Internet. Et donc, plus on est près en fait de ces backbones, de ces grandes autoroutes, plus on va pouvoir transporter des données rapidement. Une des raisons aussi pour lesquelles on a une sorte de glissement vers le sud de l'Île-de-France de l'implantation des data centers, c'est que la ville de Marseille a accueilli il y a quelques années des câbles interocéaniques qui connectent encore plus vite la France, l'Europe, au Moyen-Orient et au sud-est asiatique. Sachant que du coup, ce sont des gros marchés et qu'il y a beaucoup d'échanges. Résultat, beaucoup de data centers se sont implantés à Marseille. Et pour arriver plus vite à Marseille, on se met au sud de l'Île-de-France, tout simplement. En 2023, l'Île-de-France comptait ainsi 160 data centers. Une concentration qui transforme le visage du territoire car il faut trouver des surfaces disponibles. Alors comment mieux penser ces infrastructures pour éviter qu'elles n'altèrent le paysage et la biodiversité ? Alors, déjà, il faut faire travailler des bons architectes, des paysagistes, et trouver aussi des façons d'intégrer les bâtiments dans la ville. Ce sujet-là, il est un peu complexe parce que certains bâtiments sont des opérateurs d'intérêt vital. C'est-à-dire qu'on appelle ça des OIV et qu'ils ont des contraintes qui sont imposées notamment par le ministère de l'Intérieur parce qu'ils hébergent des données très stratégiques. Par exemple, des données de santé ou des données des ministères. Et résultat, il y a des clôtures très hautes, de la vidéosurveillance, des barbelés, des espaces presque des glacis militaires qui font qu'en fait, quand on passe à pied en tant que piéton dans une ville, on est dans un environnement militarisé un peu hostile. Donc déjà, il y a cette question de
est-ce qu'ils ont tous besoin d'être OIV ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, se dire sur un grand site, il y a une partie qui est OIV, mais pas tout. Il faudrait trouver un équilibre entre ces questions de sécurité. En fait, très souvent, les intrusions, elles ne sont pas physiques, elles sont numériques. C'est plutôt le problème des fuites de données, des hackings, etc., qui pose question. Donc, il y a cette question-là aussi, elle s'accompagne d'une préoccupation qui devrait être grandissante pour, vous parlez de biodiversité, effectivement, sur une parcelle, avoir peut-être moins de surface de parking, plus de surface enherbée, dans lesquelles l'eau peut s'infiltrer, dans lesquelles on a un peu plus de biodiversité. Certains opérateurs commencent à y penser, mais on reste sur des espaces souvent très artificialisés. Ensuite, moi, ce que je trouve très important aussi, c'est de dire qu'il faut continuer à transformer les bâtiments existants. Aujourd'hui, quand on est urbaniste, ce qu'on sait, c'est que pour réduire les émissions carbone du secteur du bâtiment et du fonctionnement des villes en général, il faut arrêter de faire du neuf au maximum. Il est temps désormais d'aller ouvrir la boîte pour voir à quoi ressemble un data center de l'intérieur. Accompagnés par les équipes d'Equinix, nous pénétrons dans une véritable forteresse. C'est un code à 25 chiffres, c'est ça? Nous entrons maintenant dans une salle de serveur en compagnie de Nicolas Divin, Digital Business Strategy Lead France chez Equinix. Contrairement à ce que son intitulé de poste cryptique et in English laisse penser, il est français. Et en gros, Nicolas conseille les clients sur des enjeux de transformation du marché comme le développement durable ou l'intelligence artificielle. Il décrit l'endroit qui nous entoure. Alors c'est une salle de serveur, c'est un endroit assez contrôlé, un peu bruyant. On entend effectivement ces ventilateurs entre guillemets qui récupèrent l'air chaud et qui soufflent un peu d'air froid pour pouvoir refroidir les infrastructures. Alors on est quand même dans une salle qui est assez aseptisée. C'est tout blanc, on a l'impression d'être dans un hôpital un petit peu vide, avec des cages grises qui sont un petit peu réparties au fur et à mesure. Alors il faut savoir qu'en dessous de nous il y a 1 mètre de vide, c'est une espèce de vide sanitaire pour faire circuler l'air. On ne fait pas circuler de câbles, on fait circuler de l'air. Alors quand on a 2 espaces assez différents, on a une partie où il y a des murs de serveurs avec des cabinets qui ferment à clé, donc ça c'est des espaces de colocation, donc on va avoir des clients qui prennent 1 ou 2 racks, pas forcément une cage complète parce qu'ils ont des besoins qui sont assez limités. Et on va avoir des clients qui, eux, vont choisir des salles ou des cages un peu plus grandes. Est-ce que vous pouvez nous parler plus globalement du data center PA10 où nous nous trouvons, quand il a été construit, et ce qu'il représente en termes de stockage de données, combien il y a de serveurs ici, quel type de données on stocke? Alors, c'est un site qui est assez récent, c'est notre dernier site sur Paris, c'est une extension du campus de Saint-Denis, qui a de mémoire à peu près 10 000 m². C'est un site qui a été conçu pour répondre à nos critères d'éco-responsabilité en termes de construction de site, déjà, premier point. Donc, il rentre dans une logique de réutilisation des éléments, notamment de la chaleur fatale, on en parlera un petit peu plus tard je pense, d'éco-conception au niveau des matériaux, avec un PUE, donc un quotient d'efficience énergétique assez bas. Donc c'est un site qui est, on va dire, de dernière génération, entre guillemets, qui est dans la lignée de ce que seront nos prochaines installations au global. Penchons-nous maintenant sur les impacts concrets des data centers. Et oui, il ne suffit pas d'avoir un PUE ou Power Usage Effectiveness qui soit faible, c'est-à-dire de chercher à réduire le ratio entre l'énergie totale consommée par le data center et l'énergie consommée par son système informatique. Un PUE des plus performants n'empêche pas ce constat. Dans un data center, les serveurs fonctionnent en continu. Et plus ils calculent, plus ils produisent de la chaleur. Pour que ces machines soient au top de leur performance, il faut absolument les maintenir à une température raisonnable. Et pour les refroidir, pas de secret, on climatise, ce qui consomme de l'électricité. Beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, c'est 3 à 4% de l'électricité mondiale. Évidemment, les prévisions sont grandissantes parce que les usages numériques sont de plus en plus importants et parce que, notamment, la consommation électrique des processeurs pour l'intelligence artificielle est beaucoup plus élevée. Donc, aujourd'hui,
on va dire, je vous donne un exemple peut-être plus concret qu'un grand chiffre à l'échelle mondiale, mais si je reviens en Ile-de-France, les demandes qui sont sûres, qui sont avérées, qui sont signées, c'est d'ici 2030, 3,5 gigawatts de plus. Ça veut dire 3 réacteurs et demi de centrales nucléaires qui tournent en permanence en plus. Les demandes qui ne sont pas encore signées et validées, ce serait en tout, avec celles qui sont validées, 7 gigawatts, donc 7 réacteurs nucléaires. C'est massif. Effectivement, il faut savoir que sur la consommation électrique d'un data center, si on prend 100% de la conso, 40% c'est l'opérateur, donc c'est en l'occurrence nous, Equinix aujourd'hui, et 60% c'est la consommation IT, donc informatique des clients qui se trouvent dans ce data center. Alors sur la partie opérateur, donc nous, on a une grosse partie de cette énergie qui est consommée pour refroidir le site. On a effectivement des contraintes opérationnelles qui font qu'on doit opérer entre certaines températures pour être en accord avec les contraintes de nos clients. Pour ce qui est de nos clients, ça va être un usage qui est lié aux capacités informatiques qu'ils utilisent. On rentre dans des usages beaucoup plus intensifs. On stocke beaucoup plus. Alors, je ne sais pas combien vous avez de photos sur votre téléphone, mais c'est des photos qui sont généralement stockées dans le cloud, qui passent par chez nous, qui sont traitées, qui sont backupées, etc. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est l'utilisation effectivement de par exemple, l'intelligence artificielle ou le machine learning, pour être un petit peu plus large, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, ça existe depuis longtemps. Et en fait, ça utilise des serveurs qui vont avoir une certaine puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, elle se répercute sur la consommation électrique. Aujourd'hui, on a des puces et des processeurs qui consomment plus, mais qui sont plus efficaces. Donc on va avoir des serveurs qui vont consommer 3 fois plus qu'il y a quelques années, mais qui vont être 30 fois plus efficients. Et donc du coup, l'enjeu est de jouer avec ce ratio, on va dire, puissance de calcul, puissance électrique. Les data centers sont aussi particulièrement gourmands en eau. Elle est essentielle pour refroidir les baies informatiques. Et elle est consommée en très grande quantité. En 2021, Google annonçait utiliser 28 milliards de litres du précieux liquide, dont les 2/3 pour ses data centers. Le sujet est sensible, notamment en Île-de-France, où la question des réserves d'eau potable va devenir un enjeu critique dans les années à venir. Comme nous l'explique Cécile Diguet. Alors aujourd'hui, le sujet de l'eau est assez peu analysé et objectivé. Donc je ne peux pas vous donner des chiffres précis, mais ce qui se passe, c'est que il y a des systèmes de refroidissement qui utilisent plus ou moins d'eau selon les technologies. Mais, quoi qu'il en soit, quand on utilise de l'eau potable, on peut se demander pourquoi ne pas utiliser des eaux grises, par exemple, ou des eaux non potables. Donc il y a tout un sujet là-dessus. Pour refroidir des processeurs qui chauffent encore plus comme ceux liés à l'intelligence artificielle, il va falloir plus d'eau. Aujourd'hui, ça, c'est déjà constaté chez Google, Microsoft, notamment aux États-Unis, que leur consommation d'eau a complètement explosé. Il se trouve qu'aux États-Unis, les technologies utilisent beaucoup plus d'eau qu'en France. Mais la question, par exemple, c'est que pour réduire la consommation électrique, parfois on utilise plus d'eau. Donc il y a aussi là une question entre consommation électrique et consommation d'eau. Je vous parlais du nord de l'Essonne tout à l'heure où se développent les grands data centers. C'est une zone où les nappes phréatiques sont fragiles. Donc il y a quand même là un sujet à creuser au niveau de la recherche et à aborder davantage entre opérateurs, data centers et pouvoirs publics. Massifs, générant de la chaleur, voraces en eau et en électricité, les data centers ont beaucoup de défauts. Pourtant, ils sont indispensables à notre quotidien devenu totalement numérique. Et le numérique n'existe pas sans le stockage de données. Certains acteurs du secteur essayent d'anticiper les critiques en imaginant des stratégies permettant de limiter l'impact environnemental des centres de données. Alors existe-t-il des technologies pour tenter de limiter leur consommation énergétique ? Du côté d'Equinix, Nicolas Divin assure que des efforts sont déployés pour relever ce défi. Alors, on a pas mal de choses. Je parlais de la construction de nouveaux sites. Alors, on utilise effectivement des prestataires qui vont dans le sens de l'éco-responsabilité, on va dire, l'utilisation de béton vert, etc. Donc ça, c'est pour la partie construction. On fait en sorte aussi, quand on parle de chaleur, toujours un petit peu le même sujet, chaleur des serveurs, de remonter la température en fait autorisée dans les salles serveurs.
Il y a quelques années, vous alliez dans une salle serveur, il fallait prendre une doudoune, vous étiez à 17-18 degrés. Quand on augmente la température autorisée dans les salles serveurs, effectivement, on a une consommation électrique qui est diminuée pour nous, opérateurs, parce qu'on a besoin de moins refroidir. Donc de mémoire, 3 degrés d'augmentation, c'est 7% d'économie d'énergie. Et puis la réutilisation de cette chaleur va permettre à une zone urbaine de récupérer une chaleur qui peut leur permettre de chauffer, en l'occurrence ici à Saint-Denis, la piscine olympique qui a été construite pour les JO, et puis à terme aussi une zone de logement de 1600 logements. Utiliser la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer des bâtiments ou faire pousser des tomates, recourir par exemple à l'éolien ou au photovoltaïque, ou encore réfléchir à de nouvelles technologies de refroidissement potentiellement plus efficaces. Les solutions existent pour réduire l'empreinte écologique des data centers. Les industriels les déploient pour parer aux critiques qui leur sont faites, pour se conformer à la législation, mais aussi parce que ça leur rapporte. Qui dit économie d'énergie, dit gain financier. Mais ces solutions sont-elles réellement efficaces ? Nous posons la question à Cécile Diguet. Alors, il y a des améliorations technologiques qui sont étudiées beaucoup, puisque finalement, tout le monde a y gagné en quelque sorte. Mais moi, ce que je répète, c'est que l'efficacité énergétique ne fait que donner plus de possibilités de développement. Ce qu'on appelle l'effet Jevons, l'effet rebond. Donc, en réalité, tous ces efforts peuvent être faits, ils seront consommés. Donc, il faut aller plus en amont, se poser la question plutôt sur comment les entreprises ou les individus utilisent de façon avec plus de discernement, en quelque sorte, le numérique. Et là, on a tout un panel à la fois de changements de pratiques, mais aussi, par exemple, de changements informatiques. Aujourd'hui, les langages de programmation, ils sont très lourds, très verbeux, parce qu'en fait, ils sont prévus pour des processeurs très puissants. Mais on pourrait avoir des langages de programmation beaucoup plus légers. On a le poids des sites internet, qui est parfois hyper lourd, parce qu'en fait, on a des grosses vidéos, des grosses images. De plus en plus, on a des acteurs qui font des sites beaucoup plus légers. On a des gros questionnements aussi sur quelles sont les données à haute valeur, on va dire, environnementale et sociale. Est-ce qu'on a besoin que notre profil de fréquentation en fait des sites internet soit individuellement stocké par Google dans 4 data centers du monde pour savoir quel est notre profil marketing ou pas. Donc en fait, en gros, il y a aussi cette idée de travailler sur est-ce qu'il n'y a pas des données un peu poubelles et des données, en revanche, qui ne le sont pas du tout. Et puis, en tant qu'urbaniste, moi je pense qu'une des mesures, ce serait aussi, par exemple, tout simplement, d'avoir des villes plus marchables, plus animées, avec beaucoup plus d'espace de jeu pour les enfants. Parce qu'en fait, quand on est à Paris, un gamin, où on ne peut même pas sortir dans la rue pour jouer, qu'est-ce qu'on fait ? On est sur son écran. Donc en fait, il y a un lien direct entre eux aussi, faire des villes beaucoup plus agréables, ouvertes, partagées, où il n'y a pas que des voitures et des trottoirs tout petits, pour qu'en fait, juste on fasse autre chose que rester sur son écran à scroller sur Instagram. Les besoins des data centers vont continuer à croître, ça, tout le monde est unanime là-dessus, avec la numérisation de nos sociétés, avec l'intelligence artificielle. Comment vous voyez l'évolution de ces infrastructures dans le futur ? Je dirais globalement, je vais faire un petit rapport avec l'évolution depuis 2019. On a un indicateur, depuis 2019, on a augmenté notre parc, alors je parle pour moi parce que je connais les chiffres, mais de 40, plus de 40 data centers, on a diminué en fait la consommation et les émissions de gaz à effet de serre de 23-24%. Donc il y a cette démarche qui va continuer, je pense, de rechercher de l'efficience et d'être plus en adéquation avec son environnement, aussi bien en termes d'émissions, etc. Aujourd'hui, on a une tendance qui est à la rationalisation des infrastructures chez la plupart des acteurs qui font du digital. Donc ça veut dire moins de salles informatiques, data centers, etc., mais plus gros et plus dense. C'est-à-dire que la consommation électrique ne va pas diminuer sur les data centers, ça c'est clair et net. Par contre, l'efficience va être peut-être meilleure. Donc on va travailler plutôt sur la partie comment est-ce que nous on peut faire pour moins émettre et être plus efficient plutôt que limiter la consommation. C'est au consommateur final de limiter sa consommation. Et c'est là où on rentre dans un autre débat qui est celui de la sobriété numérique. Encore une fois, on regarde chacun son téléphone, on a 10-15 000 photos, on a du contenu audio, vidéo, et en fait, tant qu'on rentrera dans cette démarche-là, finalement, ça alimentera aussi
Ah, c'est intéressant. This test is designed to ensure the best audio quality experience during your Zoom meetings. Once the test is completed, you will see the results on the screen. Thank you. Ah, tout est très contrôlé dans un data center, hein, mais jusqu'à la qualité de l'audio des réunions Zoom. Excellent, aucun écho détecté. Bon, parfait, on est bon. Avec la numérisation toujours plus croissante de nos sociétés, l'empreinte carbone du secteur risque d'exploser à l'avenir. Selon un rapport de l'ADEME de novembre 2024, avec la hausse du volume de données, plus de 20% par an, la consommation des data centers pourrait représenter 6% de la consommation d'électricité en France d'ici 2050. Répondre aux besoins des usagers tout en cherchant à limiter le coût environnemental du numérique, l'équation semble bien difficile à résoudre et relèverait presque de l'utopie. Alors moi je trouve que l'utopie c'est super et qu'en fait on ne peut pas juste penser le futur avec des dystopies. Il ne faut pas minimiser la question des choix politiques et des imaginaires. On peut aller vers un internet plus low-tech et plus sobre, mais derrière il faut du courage politique et il faut des moyens. Mais aujourd'hui, l'étude ADEME-ARCEP montre que si rien n'est fait, en 2030, le secteur numérique en France multiplie ses émissions carbone par 3. Donc on est quand même, en fait on va droit dans le mur sur les émissions carbone et sur les limites planétaires avec le numérique. Tous les efforts qui sont faits par des ménages, par les personnes pour réduire leur consommation électrique par ailleurs, sont complètement supprimés, annihilés par le secteur numérique. Donc derrière, il faut quand même voir que l'enjeu il est majeur, l'enjeu il est vital. Il y a une grande complexité pour plein de gens à rentrer déjà dans la machine de qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est le numérique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dans mon ordinateur, etc. Donc moi je pense qu'il y a besoin d'une culture numérique et un peu technique à partager dès le plus jeune âge en quelque sorte pour qu'on comprenne comment ça marche. Et je pense que c'est intéressant dans une optique de moins consommer d'électricité, de moins consommer de numérique, parce que finalement on sait que si on veut rester dans une trajectoire planétaire viable et qu'on veut que la planète reste habitable, il faut quand même réduire d'une manière générale nos consommations de matière, de ressources, d'eau, d'électricité, etc. Donc pour moi, rendre visible, ça fait partie de cette démarche. Les data centers sont les rouages essentiels de nos sociétés connectées. Soit. Mais dans un monde qui va à 100 à l'heure, l'expansion du numérique doit être pensée et structurée par les politiques et les entreprises du secteur, que ce soit dans l'intégration urbaine et paysagère ou dans les performances énergétiques. Mieux penser le numérique est une chose, mais le vrai changement ne se fera pas sans une réflexion personnelle sur nos propres usages, ce qui n'est pas une mince affaire à l'heure où notre dépendance aux écrans ne cesse de croître. Le mois prochain, nous tenterons de débrancher nos smartphones le temps d'aller explorer les forêts de l'Est de la France. Là-bas, une véritable hécatombe est en marche. Les épicéas sont attaqués par les scolites, des insectes dévastateurs qui prospèrent grâce au réchauffement climatique. Nous découvrirons comment les forestiers gèrent cette menace et les efforts déployés pour tenter de préserver ces forêts en danger. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin. Réalisation, Capucine Jaffet.